Bonjour chers étudiants. Alors dans cette séance, nous allons continuer notre cours consacré aux différentes branches du droit. Alors dans les séances précédentes, nous avons pu distinguer le droit privé du droit public et par la suite, on a euh, parlé de cette question de la distinction formelle entre les différentes branches du droit public et les différentes branches du droit privé. Alors dans cette séance, nous allons passer en revue quelques exemples. On va donner quelques cas concrets, quelques exemples concrets pour vous montrer qu'est-ce qu'on entend par le droit public et qu'est-ce qu'on entend par le droit privé. Alors nous allons commencer par les quelques branches du droit public. Alors, il faut le rappeler, le droit public, comme on l'a dit, c'est un ensemble de règles, de normes qui régissent les rapports entre l'État et les particuliers et les individus. Donc, quand on parle de droit public, déjà, mot public veut dire intervention de l'État, intervention du pouvoir public. Donc, le droit public comprend des branches du droit qui régissent les situations où l'État est partie. Alors, dans le droit public, on trouve les règles qui déterminent l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics que celles relatives à leur rapport avec les personnes privées. Alors, dans ce sens, on a plusieurs branches relevant du droit public. En premier lieu, nous avons le droit constitutionnel, ensuite le droit administratif, puis le droit des finances publiques et enfin le droit international public. Donc on doit donner une précision succincte de chaque branche du droit public, sachant qu'il y en a d'autres branches, il y en a d'autres subdivisions du droit public. Et il faut le rappeler aussi que ces exemples concrets qu'on va citer, qu'on va énumérer, comprennent aussi des subdivisions. Le droit constitutionnel, à son tour, est subdivisé en plusieurs sous-branches. Voilà, donc, mais on va nous contenter à donner quelques exemples des branches les plus importantes du droit public, et on fera la même chose pour le droit privé. Alors, prenons le premier exemple, à savoir le droit constitutionnel. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le droit constitutionnel? Qu'est-ce qu'il nous enseigne, le droit constitutionnel? Donc, quand on parle du droit public, on pense automatiquement au droit constitutionnel parce qu'il occupe une place de choix. C'est la pierre angulaire, en quelque sorte, du droit public, le droit constitutionnel. Alors, le droit constitutionnel, tout simplement, c'est un droit qui pose les règles, les normes relatives aux organes supérieurs de l'État. Donc, quand on veut analyser, examiner les différents organes supérieurs de l'État, les pouvoirs traditionnels de l'État, à savoir le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, on doit se référer au droit constitutionnel parce que c'est le droit qui nous donne une vision d'ensemble sur ces différents organes supérieurs de l'État. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de droit constitutionnel, tout simplement, on parle du droit constitutionnel parce que ces règles qui concernent les organes supérieurs de l'État sont contenues, sont circonstanciées dans une constitution écrite. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand on veut voir, par exemple, ou examiner ou analyser les pouvoirs d'un organe, d'une institution constitutionnelle, on doit se référer à la Constitution, Et tous les États du monde disposent de constitutions écrites, à l'exception de la Grande-Bretagne qui a une constitution coutumière, Le Maroc, à son tour, il a adopté depuis l'indépendance, depuis 1956, plusieurs textes constitutionnels, plusieurs chartes, plusieurs textes constitutionnels. Depuis 1962, le premier texte avait le jour en 1962. Puis, on a adopté un nouveau texte en 1970, puis en 72, puis en 92, 96,
Et le dernier texte qui est actuellement en vigueur date de 2011, le 29 juillet 2011. C'est le texte de la Constitution qui est actuellement en vigueur. Et donc, il faut rappeler que la Constitution, on l'a déjà défini, il a un double sens. Il a un sens matériel, mais il a un sens formel. On doit rappeler le sens matériel, c'est l'ensemble des règles écrites au quotidien qui déterminent, on l'a vu, la forme de l'État. Donc, on a fait la distinction entre l'État unitaire ou simple et l'État fédéral ou composé. La Constitution aussi ne renvoie sur l'organisation de ces institutions. Il traite de la dévolution et les conditions d'exercice du pouvoir, comment le pouvoir se transmet. Et on a dit que la Constitution aussi comprend un chapitre, un titre très important réservé au respect des droits fondamentaux. Donc ça, c'est le sens matériel du terme, mais il a un sens formel, et on a dit que la Constitution, c'est l'acte juridique suprême de l'État, consignant les règles constitutionnelles au sens matériel, Donc, revenons au droit constitutionnel. C'est un droit essentiel, c'est un droit, c'est la pierre angulaire, en quelque sorte, du droit public. Et donc, l'étude du droit constitutionnel correspond à l'étude des règles régissant l'organisation politique de l'État. Alors, en prenant un exemple concret, l'un des organes de l'État, c'est le gouvernement, n'est-ce pas? Le gouvernement, le pouvoir exécutif. Donc, dans le droit constitutionnel, et plus particulièrement en consultant la constitution de l'État concerné, on va trouver quelles sont les modalités de désignation du gouvernement, comment le gouvernement est désigné, comment le chef du gouvernement est désigné. Généralement, on passe par des élections. Donc, le gouvernement est constitué par le parti ou les partis majoritaires qui ont remporté les élections. La même chose quand on parle des assemblées du Parlement. Au Maroc, nous avons un Parlement bicaméral, c'est-à-dire composé de deux chambres, la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Alors, ces deux chambres sont élues au suffrage universel direct et au suffrage universel indirect. Donc, il y a des élections. Et donc, sur le plan comparé, on peut trouver des différences entre les États. Il y a des États qui ont choisi un type d'élection qui diffère substantiellement d'un autre mode d'élection dans un autre État. Donc, voilà la question des élections. Donc, si on veut avoir une idée sur la notion d'élection, sur la théorie générale des élections, on est obligé de consulter un manuel de droit constitutionnel. Donc ça, c'est le droit constitutionnel qui va nous donner sa théorie, qui va déterminer, qui va préciser sa théorie générale relative aux élections. La même chose de la durée des mandats de un chef d'État, surtout dans un État républicain, le mandat du chef de l'État, il est limité à 2 mandats, parfois à 3 mandats. Et parfois on peut trouver aussi des États qui n'ont pas limité de mandat pour le chef de l'État, pour le premier responsable dans l'État. Alors, pour avoir une idée sur les pouvoirs de ces organes, les attributions, les compétences de ces, on doit se référer au droit constitutionnel qui va nous renseigner, qui va nous donner une idée claire d'ensemble sur toutes ces questions et sur tous ces détails-là. Donc, le droit constitutionnel aussi, nous sert de fondement pour déterminer les règles relatives au fonctionnement des pouvoirs publics, comme le chef de l'État, la présidence, ou donc les États qui ont un président, il a des pouvoirs, il a des attributions, il a un mandat, il entretient des rapports avec d'autres institutions, avec le gouvernement, avec le Parlement, avec le pouvoir judiciaire, etc. La même chose quand on prend l'exemple marocain, on peut lire dans la Constitution le statut du roi, la monarchie. Le souverain, il a un certain nombre d'attributions, de compétences. Il a des rapports
avec le gouvernement, avec le chef du gouvernement, avec le Parlement, avec le pouvoir judiciaire, etc. Donc, tous ces éléments-là, on peut trouver des détails concernant ces questions-là dans le droit constitutionnel. Et donc, le droit constitutionnel, c'est une matière très importante. Et vous allez, à partir du deuxième semestre, avoir un cours spécial sur le droit constitutionnel, sur la théorie générale du droit constitutionnel. À ce moment-là, on va vous enseigner l'État tout d'abord, un chapitre réservé à l'État. Donc, on va vous parler de l'État. Qu'est-ce qu'un État? Quels sont les éléments constitutifs d'un État? Quelles sont les caractéristiques de l'État? La souveraineté, la personnalité morale de l'État, les différents types d'États, l'État composé, l'État simple. Vous allez voir aussi un chapitre relatif à la Constitution. On va vous parler de la Constitution, tous les détails concernant l'élaboration des constitutions dans le monde, les modes de transformation des constitutions, la révision de la Constitution, le contenu des constitutions, etc. Donc, les moyens de contrôle de la constitutionnalité des lois. Donc tous ces détails, vous allez les avoir dans cette matière qui est le droit constitutionnel, avec une théorie générale aussi sur la séparation du pouvoir. La séparation du pouvoir, c'est un principe fondamental. Les pouvoirs de l'État, à savoir le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, ne sont pas concentrés entre les mains d'une seule personne, d'un seul organe, mais ils sont répartis. Donc il y a répartition de ces pouvoirs entre différents organes. Et donc, il y a une collaboration. Donc, il n'y a pas une séparation rigide, il n'y a pas une séparation étanche, mais une séparation souple avec une collaboration entre les différents organes de l'État. Voilà ce qu'on peut dire de cette théorie générale du droit constitutionnel. Donc, vous allez voir un cours spécial sur cette branche du droit public. Alors, passons maintenant aux deuxième branche du droit public, à savoir le droit administratif. Alors, le droit administratif, c'est le prolongement du droit constitutionnel. Le prolongement du droit constitutionnel. Alors, le droit administratif, quant à lui, il va fixer les règles relatives aux organes inférieurs de l'État, c'est-à-dire il va traiter les règles qui régissent l'organisation et le fonctionnement des administrations publiques. On parle de l'État, on parle des collectivités territoriales, on parle aussi des établissements publics. Donc, par exemple, au Maroc, concernant les collectivités territoriales, on a trois types de collectivités territoriales. Nous avons les régions, nous avons les préfectures et les provinces, et enfin nous avons les communes. Alors, le droit administratif, c'est un droit qui s'intéresse à ces organes inférieurs de l'État. Et d'ailleurs, nous avons des lois organiques qui régissent ces différentes collectivités territoriales, des lois organiques qui déterminent la composition, le fonctionnement, les modalités d'élection des élus, etc. Donc, tous les détails relatifs aux collectivités territoriales, on les trouve dans ces lois organiques. Et donc, quand on parle de ces collectivités territoriales ou bien des établissements publics, on pense plus particulièrement au droit administratif. Alors, le droit administratif, il régit aussi les rapports entre les administrations et les particuliers. Et là, le droit administratif, les règles du droit administratif, de manière générale, sont inégalitaires parce que les rapports sont déséquilibrés en faveur de l'administration et au détriment des individus, des particuliers. Alors, je vous ai rappelé dans les séances précédentes que les citoyens, les particuliers, les individus, parfois, quand ils veulent exercer une liberté ou exercer ou jouir d'un droit quelconque, ils sont dans l'obligation de passer par l'administration pour avoir une autorisation, pour bénéficier d'une autorisation pour exercer tel ou tel droit, telle ou telle liberté, comme l'exemple de la liberté d'aller et de venir,
cette liberté d'aller et venir, c'est une liberté qui est qui nécessite une autorisation. Donc, si quelqu'un veut se déplacer à l'étranger, il a besoin d'un passeport. Et le passeport, c'est un document administratif qui est délivré par les autorités administratives. Si des citoyens veulent constituer une association pour s'intéresser ou pour défendre des objectifs bien définis, pour venir en aide aux personnes nécessiteuses, pour défendre les enfants abandonnés, et pour défendre l'environnement, etc. Alors, ces personnes-là doivent passer par l'administration pour déposer une demande. Donc, il faut déclarer l'association pour que les fondateurs puissent exercer leur activité en conformité avec la loi. Donc, le droit administratif, c'est un droit de déséquilibre parce que les individus se trouvent toujours dans une position de faiblesse. Et d'ailleurs, le droit administratif aussi, il traite l'organisation de la justice administrative. Et la justice administrative, c'est une justice très importante du fait que le droit administratif, c'est un droit de déséquilibre. C'est un droit qui est en faveur de l'administration. C'est pour cela, parfois, l'administration peut commettre des erreurs. L'administration peut abuser de son droit. Il peut commettre des arbitraires. C'est pour cela on a besoin d'un organe, d'une justice administrative, d'un organe neutre, impartial, qui puisse rétablir les particuliers dans le droit inaliénable. C'est pour cela on peut se référer au juge administratif quand, par exemple, un étudiant qui veut s'inscrire à la faculté ou bien à l'université, et si l'administration refuse de donner satisfaction à sa demande, il peut saisir le juge administratif pour demander au juge d'annuler la décision négative, la décision de rejet, la décision qui fait grief, qui porte atteinte aux droits de cet étudiant. La même chose, si l'administration refuse de délivrer le passeport à un citoyen, il est en droit de déférer un recours en annulation devant le juge administratif. Donc, voilà, la justice administrative, c'est un chapitre très important qu'on étudie dans le droit administratif. Et donc, là aussi, le droit administratif, dans cette matière, il y a un cours spécial qui est dispensé en deuxième année, en semestre 2, qui va parler, bien sûr, le droit administratif, c'est un droit très vaste. On peut pas l'étudier, on ne peut pas étudier tous les détails du droit administratif, mais généralement on étudie quelques chapitres intéressants comme les actes, comme les moyens de l'administration, les actes, les contrats administratifs, les actes administratifs. On étudie aussi la police administrative, on étudie les services publics, etc. Mais on ne peut pas étudier l'ensemble du droit administratif parce que c'est un droit qui est très très vaste et donc ça nécessite beaucoup de temps. Et déjà le droit administratif est réparti sur plusieurs cours, et donc il s'étale sur plusieurs semestres. Alors ça c'est pour le droit administratif. Alors, dans le même sens, vous avez une autre composante du droit public, c'est les finances publiques, le droit des finances publiques. Alors, le droit des finances publiques, ou les finances publiques de manière générale, traitent deux éléments étroitement liés. D'une part, les règles relatives aux ressources de l'État ou de la personne publique, donc qui proviennent généralement des impôts, mais aussi il traite des questions relatives aux dépenses de l'État et des collectivités territoriales ainsi que des services publics. Donc l'État a besoin de ressources, a besoin de moyens pour satisfaire les besoins d'intérêt général parce que l'administration, de façon générale, il a un objectif à atteindre, c'est de servir l'intérêt général. Et pour servir l'intérêt général, on a besoin de moyens, de ressources.
Donc l'État doit construire des locaux, doit construire des établissements scolaires, il doit construire des hôpitaux, il doit payer les fonctionnaires, le personnel administratif. Donc il a besoin de ressources. Alors ces ressources proviennent généralement des impôts et des taxes. Donc les dépenses de l'État sont énormes et on a besoin de les couvrir en grande partie par les impôts. Alors, dans ce sens, on parle d'impôt. Alors, qu'est-ce qu'on entend par un impôt? L'impôt, c'est une prestation pécuniaire requise autoritairement des assujettis, c'est-à-dire des contribuables, selon leurs facultés contributives par l'État, ou bien par les collectivités territoriales, ou bien par certains établissements publics. Donc, quand on parle d'un impôt, c'est une prestation qui est pécuniaire, donc une somme d'argent qui est prélevée autoritairement, c'est-à-dire sans l'aval, sans l'aval ou le consentement des contribuables. Elle est requise autoritairement des contribuables, des assujettis, et cela selon le critère selon les moyens, selon les capacités de ces contribuables, donc les facultés contributives. Alors, c'est l'État qui bénéficie de ces impôts, de ces prestations pécuniaires, ou bien les collectivités territoriales. On a dit, il y a la région, il y a les régions, les préfectures, les provinces et les communes, et un certain nombre d'établissements publics. Alors, ces prestations, ces prélèvements ces prestations sont prélevées à titre définitif et sans contrepartie identifiable. C'est-à-dire que quand l'État procède au prélèvement, ou une personne publique procède au prélèvement de ces sommes d'argent, c'est de manière définitive, à titre définitif, et sans qu'il y ait de contrepartie identifiable. Parce que quand on s'acquitte de l'impôt, c'est pour couvrir les charges publiques. C'est pour couvrir les charges publiques et intervenir dans le domaine économique et social. Alors l'État, par exemple, il doit aider les personnes démunies. Il doit aider les personnes nécessiteuses. Il doit venir en aide aux personnes dans des situations de difficulté ou d'handicap. Alors, il a besoin de moyens. Alors, ces moyens doivent font l'objet de ressources de l'État. Se constituent les ressources de l'État. Et donc, par exemple, les fonctionnaires payent un impôt. C'est l'impôt sur le revenu. Les sociétés commerciales payent l'impôt sur les sociétés, etc. Donc, ces prélèvements constituent un budget, constituent une ressource importante pour l'État pour justement satisfaire les besoins d'intérêt général, comme on vient de le dire, donc payer les personnels, construire des hôpitaux, des barrages, des autoroutes, etc. Donc, c'est ça, l'impôt, il a un but social très, très important. Voilà, donc ce qu'on peut dire donc il va y avoir un cours spécial sur les finances publiques. On va vous enseigner les différents aspects de ces finances publiques, les lois qui gouvernent les finances publiques. On peut vous donner aussi quelques détails sur les différents impôts et taxes, etc. Donc tout ça dans un cours spécial. Mais il y a aussi un cours spécial aussi concernant les finances locales, c'est-à-dire des collectivités territoriales. Alors, en dernier lieu, nous avons le droit international public. Alors là, le droit public, si vous voulez, il est subdivisé en deux parties. Il y a le droit public interne et le droit public externe. Donc, le droit public interne comprend le droit constitutionnel, le droit administratif, le droit des finances publiques, mais nous avons un droit public externe, c'est le droit international public. Alors, le droit international public, c'est un droit qui régit les relations interétatiques, c'est-à-dire entre les États, au-delà des frontières des États.
Alors là, on dépasse les frontières pour gérer les rapports, les relations entre les États à travers des traités internationaux, soit des traités bilatéraux, soit des traités multilatéraux. Donc, les États entretiennent des rapports et dans différents domaines, et ces rapports sont régis par ce qu'on appelle le droit international, c'est-à-dire par, généralement, à la base de ces rapports, il y a des traités, il y a des conventions qui lient ces États, et chaque État doit remplir ou bien il doit s'acquitter de ses obligations sur le plan international de bonne foi. Alors, le droit international aussi, c'est un droit qui s'intéresse au fonctionnement des organisations internationales. Donc, aujourd'hui, aujourd'hui, nous avons plusieurs organisations internationales. La plus grande, la plus importante, c'est l'Organisation des Nations Unies, c'est l'ONU, qui regroupe 193 États. Mais nous avons aussi d'autres organisations régionales, comme le Maghreb arabe, la Ligue des États arabes, dans le domaine l'Union européenne, etc. Ce sont des organisations régionales, des groupements régionaux qui regroupent plusieurs États qui entretiennent des rapports étroits dans différents domaines. Donc, sur ce plan, vous avez donc en droit international le mot qui revient dans le droit international, c'est le mot traité. Et traité veut dire tout simplement accord conclu entre États ou autres sujets de la société internationale, comme les organisations internationales, en vue de produire des effets de droit dans leurs relations mutuelles. Donc, sur le plan international, vous avez beaucoup de traités aujourd'hui qui s'intéressent à tous les domaines. Dans tous les domaines, vous avez le domaine de l'environnement, vous avez les droits de l'homme, le droit pénal, le transport international, le commerce international, les relations économiques, les investissements, etc. Alors tous ces domaines sont régis par des traités qui lient les États. Les États ratifient ces traités et s'engagent à les respecter, à les appliquer dans la pratique. Alors, donc, l'acteur majeur des droits internationaux, ce sont les États, ce sont les acteurs majeurs, principaux, mais aussi on a les organisations internationales, et donc on a dit que l'organisation internationale, c'est un groupement permanent d'États qui est doté d'organes destinés à exprimer sur des matières d'intérêt commun une volonté distincte de celle des États membres. Alors, vous avez les exemples qu'on vient de donner, les Nations Unies, mais vous avez dans les groupements ou des organisations à vocation régionale, dans le continent européen, le continent africain, l'Union africaine, à titre d'exemple. Donc le Maroc, il y a quelques années, il vient d'adhérer à l'Union africaine en 2017. Donc, ce sont des organisations qui sont dotées d'organes, et ces organes sont destinés à exprimer une volonté distincte de celle des États membres, c'est-à-dire les États ils vont unifier leur position concernant des domaines, des questions précises, et ils vont adopter des décisions communes qui traitent telle ou telle question qui intéresse tous ces États dans leur ensemble. Alors, vous avez dans la terminologie de l'ONU, vous avez les organisations internationales qui sont désignées sous le nom d'organisations intergouvernementales, mais par opposition aux organisations non gouvernementales. Donc, les organisations non gouvernementales, les ONG, ce sont des associations qui militent dans différents domaines et qui utilisent
des moyens différents pour atteindre les objectifs fixés dans les statuts de ces organisations internationales. Vous avez Amnesty International, c'est une organisation internationale. Human Rights Watch, c'est une organisation. Greenpeace, c'est une organisation non gouvernementale, etc. Chaque organisation non gouvernementale intervient dans un domaine précis et entreprend des démarches, en utilisant des mécanismes, des outils pour atteindre les objectifs fixés dans les statuts de ces organisations. Voilà donc ce qu'on peut dire de ces différentes branches du droit public. Donc on a parlé en premier lieu du droit constitutionnel, ensuite le droit administratif, puis le droit international public et le droit des finances publiques. Alors la séance prochaine sera consacrée aux différentes branches du droit privé. Alors sur ce, je vous dis bonne continuation et à la prochaine séance.